Donc, un petit complément peut-être à ce qui était dit précédemment. Vous m'excuserez, mais c'est quand même pas un petit sujet. Hein. Fait que c'est aussi important d'une certaine manière que l'Assemblée constitutionnelle. Hein. Et donc, il y a peut-être parfois des petits éléments qui m'échappent ou sur lesquels j'aimerais insister davantage. Hein. Quand j'ai mentionné que sur la production de législatives régulières, donc sur les lois régulières, cette Assemblée-là aurait un droit de veto. Ce que j'ai peut-être pas mentionné, mais ce qui est implicite, c'est que, en fait, son appui, c'est qu'elle voterait pas les lois. Hein? Elle pourrait suggérer des amendements à la majorité, hein? Elle pourrait suggérer des lois aussi, des projets de loi à la majorité, mais c'est que elle n'aurait pas à s'exprimer pour dire oui, on est en faveur de cette loi-là. Hein? Sauf qu'elle pourrait dire, en revanche, on met un veto ou on a l'intention de mettre un veto à moins que vous révisiez la loi en question. Hein? Elle pourrait donc signifier un désaccord important. Ce qui fait que, selon la logique du système, hein, la production législative régulière reste entre les mains de l'Assemblée nationale, mais avec un contrôle permanent, et comme le gouvernement aussi émane de l'Assemblée nationale, pour, autrement dit, que l'État fonctionne. Hein. Autrement dit, c'est un peu comme avoir un garde-fou permanent, institutionnel, qui permette de lever un carré rouge, comme je le disais, si on voit des choses qui vont manifestement trop à l'encontre de l'intérêt des citoyens. Il est peut-être aussi nécessaire d'insister sur un point que j'ai manqué, justement, qui est celui-là, mais que j'ai discuté précédemment, et qui est que cet élément-là nous manque de manière flagrante. Hein? Et c'est un élément critique qui est absent de notre système politique présentement. Hein? C'est qu'on élit aux 4 ans. Il y a un mois, finalement, pendant qu'il y a une réelle activité politique dans le pays, puis pendant 4 ans, il n'y en a pas. Hein? Oui, il y a les médias, il y a les nouvelles, puis tout ça, il y a du monde qui les lit, tatati, tatata. Sauf que, en réalité, hein, pendant ces 4 années-là, le gouvernement est plus contrôlé par les médias que par le peuple, si on peut le dire comme ça. Puis les médias sont une propriété privée, etc. pour l'instant. Hein. Donc on comprend que essentiellement le peuple est déconnecté de ses élus pendant ces 4 années-là. Et il y a dans les discours, hein, dans les propos que les gens, quand on leur parle, hein, vont tenir, qui vont mentionner cette chose-là. Et ils ont bien raison de le mentionner. Hein, parce que effectivement, pendant ces 4 années-là, les élus sont bien smart jusqu'à temps d'être élus, mais une fois qu'ils sont élus, là, ils deviennent un petit peu « Ah, là, c'est moi qui commande, puis j'ai plus trop le temps. » Ou c'est pas... leur attitude va changer le moment qu'ils vont être élus, mettons. Hein. Et là, ce que ça ferait, hein, comme je l'expliquais, c'est qu'en permanence, il y aurait un organe au sein de l'État où ce contrôle nécessaire-là, hein, pour s'assurer que le gouvernement va dans le sens de l'intérêt du peuple, serait existant. Il y a aussi peut-être un élément que je n'ai pas mentionné. Hein, c'est que, bien sûr, les citoyens dans la population pourraient, disons, aller voir l'Assemblée constitutionnelle puis leur suggérer des amendements constitutionnels, mais il y a un ensemble de sujets aussi qui ne relèvent pas de l'Assemblée constitutionnelle et qui relèvent plus du législatif. Et ces citoyens-là auraient le loisir, hein, d'approcher, s'ils désirent, l'Assemblée citoyenne pour soumettre leurs observations, puis leurs requêtes, leurs revendications, leurs propositions, au lieu d'approcher l'autre Assemblée. Et donc, pour ce qui en est de la cogitation législative plus large, hein, et puis là, ça peut être intéressant, outre l'aspect de pouvoir entre les deux, là, je ne vous cacherai pas que je suis critique envers les élus. C'est plutôt évident. Là, à m'entendre parler, il ne faut pas s'empêcher de dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Sauf que ce serait peut-être intéressant d'un point de vue plus neutre, là, hein, que d'avoir, oui, des élus qu'on peut approcher pour proposer certaines choses, mais que d'avoir aussi d'autres citoyens comme nous qu'on peut approcher et qui auraient peut-être un petit peu plus le temps aussi, en ce sens qu'ils sont moins pris par la production législative, par le gouvernement, puis être élus, tu sais, qu'on puisse aussi approcher ces citoyens-là pour proposer certaines des idées qu'on peut avoir qui requièrent là, des changements législatifs ou qui relèvent du domaine législatif.
Et je pense que cette dualité-là pourrait nourrir le débat politique beaucoup, nonobstant l'idée d'entrechoc entre les deux. Puis, il ne faut pas se le cacher, hein, dans un État comme je suis en train de vous proposer, en fait, il n'y aurait pas nécessairement d'entrechoc comme ça. Parce que le pouvoir élu serait beaucoup plus collé à la volonté populaire. Hein? Et puis donc, il pourrait moins s'en déconnecter comme c'est le cas présentement. Il y aurait même une caisse de résonance qui serait l'Assemblée citoyenne du Québec, seconde chambre du Parlement, pour lui dire, écoutez, le peuple n'est pas... nous, on a approfondi ce que vous êtes en train de discuter, puis on suggère des amendements, disons, ou on vous dit on va peut-être même lever le veto. Hein? Ça veut dire qu'ils ont une caisse de résonance pour leur dire peut-être qu'on est en train de faire quelque chose qui va contre les intérêts du peuple ou il faut qu'on écoute plus ou qu'on change un petit peu notre avis. Hein? Et ça, je pense que, de toute évidence, hein, ça nourrirait aussi la qualité des productions, la production législative. C'est pas juste une production, là, c'est des normes, c'est des règles, puis qui font mettre en place des institutions, puis des administrations, puis un régime d'un système d'éducation, puis de santé qui affecte la vie des gens. Hein? Et donc, d'avoir cette dualité-là de personnes à approcher pourrait être fort intéressante. Et globalement, je pense qu'on aurait un législatif beaucoup plus riche, hein, avec ces deux assemblées-là que si on n'en a pas. J'ai l'impression, hein, la manière qu'il faut imaginer ça, en fait, c'est que dans ce monde-là, hein, on aurait deux assemblées qui collaborent aussi. Hein? Et on n'aurait pas, comme je l'explique un petit peu peut-être faussement sur la voie de la confrontation parce que je me réfère à la réalité présente. Hein? Mais dans ce monde-là, où on a des meilleures normes pour les élus, pour les élire eux-mêmes, hein, où on a des élus qui collent davantage à la volonté populaire, on aurait là certainement un autre monde politique. Hein? Et une collaboration, je pense, entre une certaine distance saine entre les deux institutions, mais dans une certaine mesure aussi une collaboration, puis je pense que les élus de l'Assemblée nationale profiteraient aussi, hein, des suggestions qui sortiraient de cette Assemblée-là. Puis, bon, quand je parlais du fait qu'on puisse approcher les gens de l'Assemblée citoyenne pour suggérer des projets de loi, il faut quand même peut-être mentionner aussi que justement, il y a des thèmes, il y a des sujets qu'on aborde peu, hein, dans notre système politique et qu'on omet d'aborder. Et là, il y aurait une assemblée où on pourrait, disons, se pencher sur ces questions-là. Il y a bien sûr encore l'Assemblée constitutionnelle, mais peut-être avant d'en arriver là, ou de manière mixte, là, ou duelle, hein, on peut aussi approcher l'Assemblée citoyenne puis lui dire, écoutez, mettons, je sais pas, la question de la pauvreté au Québec, là, qu'est-ce qu'on en fait pour de vrai, là? Ça fait longtemps que c'est entre les mains du gouvernement puis qu'il y a des questions qui en suspens, disons. Hein? Est-ce que les questions des inégalités, par exemple, qui est une question peut-être difficile pour un élu aussi de traiter parce que c'est l'ensemble de questions qui relèvent du long terme aurait peut-être une caisse de résonance plus intéressante là. Hein? Comme je le dis, je ne vois pas cette assemblée-là comme étant, je ne vois pas sa première fonction comme étant de proposer des lois, mais elle a le pouvoir de le faire. Et puis quand elle va le faire, on peut imaginer que ce serait des sujets plus importants. Hein? Qu'elle ne va pas nécessairement proposer de la petite pinotte, entre guillemets. T'sais. Autrement dit, quand elle va décider de, oui, faire une proposition de loi, là, c'est-à-dire une loi entière, c'est parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose d'important à traiter puis qu'elle a décidé, hein, de traiter de ce sujet-là. Et donc, bon, j'essaie un petit peu de vous donner une image un peu plus organique puis réaliste peut-être de qu'est-ce que serait un monde institutionnel avec celui-là. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, ce que j'ai peut-être négligé de faire dans la première présentation, c'est de bien expliquer comment l'Assemblée nationale qu'il y a là, c'est plus du tout la même type d'Assemblée nationale qu'il y a maintenant. Hein? C'est une Assemblée nationale plus contrôlée, hein, qui a une caisse de résonance qui est à côté et qui, si elle décide de sortir en cours de mandat, enfin, elle ne pourra même pas, essentiellement, c'est ça l'affaire. Hein? Elle ne pourra pas décider de faire des faux pas parce que constamment, les citoyens vont être là et c'est leur premier mandat, en fait, c'est de vérifier ce que les élus font puis s'assurer que ça va bel et bien dans l'intérêt de la population. Hein?
Bon, il y a d'autres questions un peu liées là, qui peuvent se poser. Hein? Est-ce qu'on devrait, par exemple, exiger une supramajorité de cette Assemblée-là pour opposer un veto? Est-ce qu'on devrait lui dire, peut-être le veto, vous pouvez l'opposer à 55 ou 60%, hein? Pas à 50%? Je ne le sais pas. J'aurais tendance à compter sur sa réserve puis laisser ça à 50%. Mais la question quand même peut-être se pose. Il y a des questions un petit peu là un peu de raffinement. Là. Pour l'instant, laissons-la à 50%. Si la majorité, cette assemblée-là, décide qu'il y a un problème, hein, et puis qu'elle est absolument pas d'accord avec une loi, et puis après négociation, après avoir manifesté son désaccord, bien sûr, hein, et puis qu'il reste un désaccord profond, là, je pense qu'il est simple, hein, juste et efficace et démocratique que le peuple aille à vider le litige. Hein, qu'il y ait une proposition du côté de l'Assemblée citoyenne, une proposition du côté de l'Assemblée nationale et que le peuple tranche en référendum. Si les deux assemblées en viennent à ça, c'est certainement parce qu'il y a une différence plutôt significative entre les deux camps et qu'à ce moment-là, qui est mieux ou qui est le plus légitime pour que le peuple pour trancher entre ces questions-là. Ceci étant dit, hein, enfin, ce qui est un peu drôle dans ces questions-là, en fait, hein, c'est que c'est un peu comme, comment dire, là, je ne veux pas faire un commentaire qui semble pas sérieux, mais c'est un peu comme la science-fiction, entre guillemets. Hein? C'est que, ou la fiction en tant que telle, là, c'est qu'il faut s'imaginer ces institutions-là qui fonctionnent. Pas de la science-fiction dans le sens futuriste nécessairement tant que ça, mais qu'il faut s'imaginer. Je suis plus un amateur de science-fiction que d'autres fictions, mais bon. Mais il faut s'imaginer que ces institutions-là sont en fonctionnement et pour vraiment se mettre dans ce monde-là. Hein? Et puis, entre autres, une des choses que moi j'imagine dans ce monde-là que je ne vois pas présentement, hein, c'est justement que les citoyens approchent beaucoup plus ces deux assemblées-là pour participer finalement au débat législatif, puis à la production d'idées, puis à nourrir ces deux assemblées-là. T'sais. Supposons qu'on voit une loi passer à l'Assemblée nationale sur sujet X, puis qu'on a vraiment comme on a quelque chose qu'on veut dire dessus, là, ben, c'est peut-être plus facile d'approcher les citoyens puis leur dire, écoutez, faites cet amendement-là. On peut aller voir les gens de l'Assemblée nationale aussi, mais si tous les citoyens s'entendent et votent à 50% qui veulent un tel amendement, sont en train de dire, faites attention, là, vous voguez peut-être, si c'est un amendement important, vous voguez peut-être proche du veto. Et puis, ce serait bien intéressant. Je pense qu'il y aurait une relation beaucoup plus grande, hein, entre les institutions législatives et le peuple, enfin, sensiblement plus grande, hein, que présentement, où après élection, il y a un certain détachement. Hein, puis, il ne faut pas se le cacher non plus. Les élus ont pas juste la production législative à faire. Il faut qu'ils serrent beaucoup de mains, il faut qu'ils rencontrent beaucoup de monde. Et puis, ce qui fait que finalement, leur production législative, puis les discussions qui se font là, sont laissées beaucoup à leurs conseillers. Il ne faut pas se le cacher. Et donc, là, par l'effet d'une assemblée citoyenne, on aurait une voie là, d'enrichissement, hein, du processus législatif qui me semblerait fort intéressant. Ceci étant dit, je vais en arriver à cette autre institution-là que j'ajouterais, qui constitue le trio, hein, d'institutions citoyennes au niveau national que je propose. Et ce trio-là, c'est bien sûr l'Assemblée constitutionnelle numéro 1 et qui a une priorité absolue sur les autres parce que c'est d'elle qu'émanent les discussions pour mettre en place les autres. Ensuite, une Assemblée citoyenne. Hein, et troisièmement, mais pas nécessairement en ordre d'importance parce que la troisième aussi quand même ça a une place assez importante dans le système. Hein, une Cour citoyenne du Québec qui trône au-dessus du système interprétatif qu'on appelle communément le système judiciaire. Donc, qui trône autour des tribunaux du Québec et auquel on va attribuer des pouvoirs d'interprétation de la Constitution. Mais, non seulement je lui attribuerai des pouvoirs d'interprétation de la Constitution, j'en profiterai avec cette instance-là pour régler un des problèmes fondamentaux
un des problèmes fondamentaux, qui existent dans nos systèmes politiques, dans les régimes électoraux, qui est qu'il n'y a pas vraiment de bonne manière de sélectionner les juges dans le système qu'on a. Je parle des hauts magistrats, là, ceux qui font partie de la Cour suprême ou l'équivalent selon les pays, mais des instances judiciaires suprêmes. Il n'y a pas de bonne manière de les sélectionner. Les deux manières qui existent, c'est l'exécutif qui les nomme parfois avec un contrôle du législatif, et donc le gouvernement essentiellement qui les nomme. Au Québec, ce serait le ministère de la Justice. Et ce mécanisme-là fait en sorte que les juges sont nécessairement colorés d'une manière ou d'une autre. Et qui doivent aussi rentrer d'une certaine manière dans la game politique et qui ne sont donc pas indépendants complètement dans l'exercice de leur fonction. Dans l'exercice de leur fonction, oui, mais dans la nomination, non, et donc dans leur être, si on peut permettre d'utiliser un terme qui n'est pas trop juridique, là, mais ils sont clairement pas indépendants parce qu'ils ont été nommés selon leur couleur politique. Il y a bien sûr un peu de qualité qui peut intervenir, mais reste que si on regarde ce qui se passe au Québec, mais si on regarde particulièrement ce qui se passe aux États-Unis, là, c'est encore plus évident. Ils sont d'un bord ou de l'autre, puis tout le monde sait ils sont de quel bord. Au Québec, c'est juste qu'on est plus hypocrite, puis qu'on ne le sait pas, parce que c'est moins important, puis c'est pas encore des institutions nationales. Pas plus hypocrite, mais tout le monde le sait, mais c'est moins évident. Ou sont moins marqués parce que c'est moins dans les nouvelles essentiellement. Mais tous les juges sont nommés traditionnellement, là, jusqu'à tout récemment, par le Parti rouge ou le Parti bleu, et puis on savait que les juges étaient d'un bord ou de l'autre. Mais peu importe que ce soit le Québec ou ailleurs, il va de soi que l'exécutif, en nommant le pouvoir judiciaire, se soumet à ce pouvoir-là et que l'exécutif, en tant qu'institution, contrôle essentiellement ou d'une certaine manière a une patte, puis pas tout le temps propre dans le secteur judiciaire par la voie de la nomination. Ça met aussi les juges dans une mauvaise posture. Un bon juge, là, il ne devrait pas faire de la politique. Il n'a pas à approcher des politiciens puis à essayer d'être nommé plus haut puis tout ça. Mais malheureusement, le système fait en sorte que c'est un peu ça qui se passe. Puis là, en dessous de ça, il y a la nomination des autres juges qui va passer par le conseil de la magistrature. Puis là, le politique va avoir sa place là-dedans aussi. Fait que toute la game, finalement, découle d'une logique politicienne. Il y a une certaine... Mais enfin, je trouve que c'est une illusion de dire ça. Les juges vont vous dire qu'ils sont autonomes dans l'exercice de leur fonction, mais dans le fond, là, toutes les décisions qu'ils prennent sont politiques. C'est ça la joke. C'est que dans le fond, parce qu'ils sont nommés par des politiciens, inévitablement sont nommés là à cause de leurs idées, puis pas à cause tout le temps de la qualité. Et toutes les décisions qu'ils vont prendre vont avoir une couleur politique. Bien sûr, une fois nommés, ils ont le loisir ils ont l'indépendance, mais le problème, c'est pas ça, c'est avant d'être nommé. C'est qui est sélectionné pour être nommé, c'est ça le problème. Puis donc, il y a comme vraiment on pourrait appeler ça, dans le meilleur des cas, on pourrait appeler ça une demi-autonomie, si on veut être honnête. C'est-à-dire qu'ils sont pas... ils dépendent du politique pour leur nomination, puis donc ils ne sont pas indépendants. Mais une fois nommés, ils n'en dépendent plus, puis donc là, ils sont, ou ils deviendraient, dans le meilleur des mondes. Puis on peut comprendre simplement là, que ce système-là est bâtard, pour le dire très simplement. Là, excusez-moi pour le québécois ou le français moins raffiné, là, mais c'est un système clairement bâtard. Puis je pense que ça définit bien le système, en fait. C'est-à-dire que c'est clairement pas légitime comme manière de sélectionner les juges. L'autre mécanisme qui existe, là, on parle des mécanismes existants, ce qui n'est pas ce que je suis en train de proposer, bien sûr. L'autre mécanisme qui existe, c'est l'élection des juges. Donc là, c'est encore soit pire ou peut-être un peu mieux, je ne sais pas. Ça existe dans certains États américains. C'est pas très commun d'avoir ça dans les États. Ça existe dans des États provinciaux, entre guillemets, américains, là, au niveau des states. Mais ce système-là a bien sûr un désavantage flagrant, c'est qu'il force les juges à devenir des politiciens puis à intégrer les rangs d'un camp politique clairement
pour atteindre cette position-là. En revanche, au moins c'est franc. Hein? Au moins, c'est clair. Là, on sait que ce juge-là, c'est un républicain, que celui-là, c'est un démocrate. Choisissez entre celui que vous voulez. T'sais, au moins, c'est clair. Sauf que, encore une fois, ça met les magistrats dans une position politicienne. Puis, je suis pas sûr que les... Je sais pas dans quelle mesure, en fait, les campagnes électorales dépendent de ce que les juges disent eux-mêmes. S'il y a des débats entre les juges pendant les campagnes dans ces campagnes-là. Mais... est-ce qu'il est... est-ce que c'est déterminant d'être un bon juge? Est-ce que le fait de gagner une campagne électorale est un indicateur d'être un bon juge? Je pense pas. Je pense pas que ça peut être le cas, là, mais je doute que ce soit toujours le cas, disons. Il y a certaines qualités pour être juge qui ne sont pas nécessairement les mêmes que pour gagner une campagne électorale, pour le dire de cette manière-là. Ceci étant dit, hein, c'est un problème dans les... c'est une situation dans les... un problème, je pense que c'est mieux de le qualifier comme problème parce que c'en est vraiment un, mais c'est un problème, situation dans nos régimes politiques qui n'a pas trouvé de bonne solution. Hein? Puis je pense que c'est honnête de le reconnaître. Les deux solutions existantes sont carrément nulles. Hein? Il y en a une qui les met directement dépendant de l'exécutif, l'autre qui les met dans une situation où ils doivent être élus. Hein? Il y a clairement des désavantages majeurs à ces deux situations-là. Ce que je me permets de suggérer ici, hein, c'est à la fois de régler le problème, puis du même coup d'en régler un autre. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on mette en place une institution qu'on appellerait la Cour citoyenne du Québec, hein, qui serait peut-être composée, d'une 50aine de personnes. Hein, un nombre assez large pour que ça soit composé par tirage au sort, hein, et que ces citoyens-là, donc, aient quand même une certaine base là, de représentativité, et que ces 50 personnes-là aient comme première fonction, entre guillemets, hein, de choisir, supposons qu'il y avait 9 juges dans une cour, appelons-la la Cour suprême du Québec. Là, je réfléchis dans un État plus indépendant, mais on peut ramener ça pour les gens qui seraient de l'autre camp politique à l'État actuel. Là. Mais dans l'instance suprême au Québec en matière juridictionnelle, là, et donc appelons ça la Cour suprême du Québec. Et donc, dans cette cour-là, supposons qu'il y avait 9 juges, hein, et que ces citoyens-là, il y aurait un mandat de, disons, 3 ans. Hein. Donc, au début de leur mandat, après avoir été élus, peut-être même à la fin, hein, après avoir exercé pendant 3 ans leur fonction, on les inviterait à ce moment-là à choisir 3 juges, hein, qui exerceraient leur fonction pour 9 ans, et il y aurait un renouvellement de 3 juges à tous les 3 ans dans cette instance-là pour s'assurer qu'il y ait un certain roulement et que les gens ne restent pas là nécessairement à vie. Hein. Peut-être avec la possibilité d'être réélu une fois, je ne sais pas, là, on pourra voir, mais essentiellement, hein, que la Cour citoyenne du Québec, les 50 citoyens, choisiraient par un mode de scrutin proportionnel ou l'équivalent, enfin pas exactement proportionnel, mais en fait de manière à ce que les grandes tendances à l'intérieur de cette assemblée-là soient toutes représentées. Hein. On pourrait utiliser le mode de scrutin vote unique transférable, qui est un type de proportionnel, là, mais essentiellement, hein, que c'est... enfin, retenez-moi pas là-dessus, là, je suis pas... excusez-moi, là, sur le mode de scrutin, mais essentiellement, l'idée étant que s'il y a, disons, 3 camps à l'intérieur, hein, il y aurait 3 juges de différentes tendances politiques, entre guillemets, qui seraient choisis. Et puis que là, il y a un moyen, évidemment, de distribuer les votes selon les camps. Là. Mais essentiellement, ces gens-là choisiraient 3 juges. Hein. Et l'autre Cour citoyenne, après un autre laps de 3 ans, en choisirait 3 autres, hein, et puis l'autre en choisirait 3. De cette manière-là, premièrement, il n'y a aucune de ces cours-là qui choisirait l'ensemble des juges de la Cour suprême. Hein. Il y aurait seulement sélection d'un tiers à chaque fois, et ça assure qu'il y a une bonne
que ces juges-là reflètent bien, disons, la, la représentativité plus large, en fait, de ces citoyens-là. Autrement dit, il y aurait 150 citoyens, d'une certaine manière, qui choisiraient les juges qui sont là, mais bien sûr avec un roulement dans le temps. Et donc, ce mécanisme-là aurait le grand avantage suivant, c'est que les citoyens en question auraient le temps d'avoir des juges venir devant eux puis leur dire « je serais intéressé d'être candidat à cette instance-là. Voici ce que j'ai fait, voici ma position sur les différentes questions, voici mon CV, entre guillemets, et que ensuite il y aurait possibilité là, de les, pas seulement envoyer la liste dans le ministère de la Justice puis qui décide selon qui sont quelle couleur, mais de véritablement voir à qui on a affaire, puis d'évaluer les compétences de ces personnes-là. Et de ce moyen-là, donc, on est un peu... on est un peu dans le mode électoral, mais approfondi, dans le sens que c'est un peu comme une élection populaire, mais là, il y aurait juste 50 citoyens qui décideraient, et donc, on a le temps d'approfondir chaque candidature, puis donc s'assurer qu'on a quand même... évidemment, on pourrait aussi présenter, on pourrait avoir un système où des gens pourraient dire des choses pour ou contre ces personnes-là aussi, s'ils le désirent, mais on pourrait donc approfondir sensiblement. Mais ce qui est surtout important, c'est que ça ferait en sorte que ces juges-là soient complètement indépendants des pouvoirs élus. Et ça donnerait donc une stature, une importance et une légitimité même. Là, je ne suis pas en train de vendre ça pour les juges, mais d'une certaine manière, je ne suis pas mauvais vendeur. On donnerait une légitimité importante à l'institution judiciaire, que j'appellerais interprétative dans la Constitution, là, mais on pourrait utiliser le terme judiciaire si vous voulez sticker avec ce mot-là ailleurs. Mais essentiellement, on donnerait une importance majeure aux tribunaux parce qu'ils seraient séparés de l'exécutif et du législatif élu. Ces gens-là seraient complètement indépendants et s'ils ont à taper sur des élus, ils pourraient le faire sans réserve. Dans leurs décisions judiciaires, bien sûr. et donc, tu sais, avoir une indépendance comme ça permet justement d'être un peu plus corsé s'il le faut. Et donc, ce serait intéressant, je pense, ben là, j'allais dire que je ne voulais pas le vendre pour les juges, mais ce ne serait pas inintéressant pour les juges d'être dans une position comme ça. Mettez-vous à leur place, là, que vous êtes une personne qui a peut-être un grand idéal de justice, vous croyez au système en place, et puis, ce qui n'est pas nécessairement mon cas présentement, je ne vous le cache pas, sauf que vous croyez au système en place, et puis vous devez un peu vous vendre comme une femme de rue pour avoir l'aval d'un politicien pour être nommé dans une autre position de magistrature, pas terrible. Mais là, vous avez l'appui et puis vous avez été élu, sélectionné par les citoyens comme ça. Là, vous avez le poing sur la table puis votre marteau, quand il tombe, va tomber fort. En ce sens que vous pouvez vraiment là, défendre les intérêts du peuple en étant dans la position où vous êtes, puis la loi telle que dans son sens le plus exalté. Bon, ceci pour dire que on se prémunit des défauts des deux autres modes de nomination. On a un mode de nomination qui est à la fois profond, où on va s'assurer qu'on a des bonnes personnes, mais aussi on leur donne qui est complètement indépendant. Donc, on leur donne une indépendance réelle par rapport au pouvoir élu. Donc, ça en soi, c'est pas inintéressant. Puis, c'est encore une fois un avantage que le tirage au sort peut avoir. Il y aurait d'autres mécanismes en passant qu'on pourrait utiliser. On pourrait dire que l'Assemblée citoyenne élirait ces juges-là, par exemple. J'ai choisi celui de la Cour citoyenne parce que ça me semble plus approprié, là, mais on pourrait imaginer d'autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est que peu importe l'instance citoyenne qui est sélectionnée, elle va conférer à cette institution-là, qui est la Cour suprême ou la cour la plus importante au Québec, un pouvoir
une indépendance réelle, hein, et donc un pouvoir effectif et une légitimité dans la prise de décision de laquelle les juges vont pouvoir se prémunir en cas de nécessité. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que les juges, bon, il y a comme c'est compliqué d'être juge. Hein? Il ne faut pas se le cacher, c'est pas évident, mais c'est qu'il y a différents types d'enjeux qui viennent devant les juges. Puis, un de ces enjeux-là, hein, c'est entre autres, c'est pas juste de juger des cas en particulier, mais c'est de regarder la loi par rapport à la Constitution, ou la décision exécutive, la décision d'un gouvernement ou d'une administration contre versus la Constitution ou la loi. Hein? Et dans ces cas-là, il ne faut pas se cacher que les juges sont pas mal proches du politique. Là. Ils ont le nez dedans. Là. Sont dans le politique quand ils font ça. Ils sont en train de prendre une décision politique, mais disons de vérifier ou d'établir ou de... Voyons, je perds le terme, là, de déterminer la conformité, hein, d'une loi à la Constitution. Ça reste un geste interprétatif, hein, d'où la préférence pour ce terme-là, pour nommer ce pouvoir-là, mais, autrement dit judiciaire entre guillemets, mais c'est interprétation de la Constitution. Ça reste un geste interprétatif, mais du fait même de ce qui est remis en question, là, il y a nécessairement c'est un geste qui est aussi politique. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Hein? Mais tout ça pour dire que, hein, il y a ce genre d'enjeu-là, puis là, il y a d'autres enjeux aussi de personnes. Hein? C'est-à-dire que, tu sais, telle personne contre telle autre, ou telle contre le gouvernement, etc., etc., ou le gouvernement contre les personnes en question pour le droit pénal. Mais tout ça pour dire que, bon, on règle quand même un problème important en mettant ça en place. Hein? Ça, c'est le numéro 1. Excusez, je sais que c'est long, là, mais c'est le premier élément qu'on s'assure, c'est d'avoir des magistrats qui sont indépendants. Aussi, il ne faut pas oublier de le mentionner, hein, on aurait des magistrats qui collent aussi à la volonté populaire. Hein. Ce qui veut dire qu'on aurait peut-être une magistrature un petit peu plus, si vous me permettez, diversifiée, là, hein, que ce qu'on a présentement, et qu'il pourrait y avoir des personnes plus jeunes, par exemple, qui peuvent émerger puis devenir juges à la Cour suprême du Québec, parce qu'on sent que ces personnes-là méritent d'être là malgré leur jeune âge. Hein? Ce qui n'est pas nécessairement le cas fréquemment présentement. Il y a comme une idée là, il y a comme une idée autre, hein, dans la magistrature, pour ne pas la nommer, mais autrement dit, hein, si une personne émerge puis qu'elle apporte des idées qui, pour les gens de la Cour citoyenne, semblent importantes d'être là, si on peut dire, dans la magistrature, hein, cette personne-là pourrait être nommée à cette position-là. Et ce que ça va faire aussi, c'est qu'on va avoir une magistrature moderne au lieu d'avoir une magistrature qui est parfois, si on regarde dans les autres États, hein, si on ne pas regarder au Québec et faire comme si on n'existait pas, mais si on regarde dans les autres États, on a finalement des systèmes, des magistratures qui sont, ou des hautes cours de justice qui sont en retard sur le reste de la population. Là, on n'aurait pas ce problème-là, on pourrait avoir des gens à l'heure, puis même un peu à l'avance, hein, sur la société. Puis donc, c'est un autre problème un peu plus compliqué, là, un peu plus subtil, là, la plupart des gens sont peut-être pas très familiers avec ce problème-là, mais on dit souvent, hein, que, par exemple, les juges de la Cour supérieure, la Cour suprême aux États-Unis, sont une génération en retard ou 10-20 ans en retard sur les développements de la société. Puis on vend ça comme une vertu, puis comme ça garantirait, hein, je sais pas trop quoi, là, mais enfin, il y a des gens qui en font une vertu. Hein. Dans le cas que je suis en train de vous présenter, hein, l'autre grande vertu qu'on aurait, c'est qu'on aurait des gens qui collent davantage à la réalité de notre société et qui peuvent s'avérer avoir des compétences et des intérêts qui sont importants aussi dans une magistrature. Non seulement là, d'être un peu plus conservateur, mais d'être aussi un petit peu plus porté vers l'avenir pour certaines questions. Ceci pour dire que, hein, une fois qu'on a nommé ces nouveaux juges-là à la Cour suprême du Québec, ou l'équivalent, bien sûr, on a un type de problème que j'ai mentionné brièvement, là, mais qu'il faut peut-être enlever ce que je viens de vous dire par rapport à l'interprétation de la Constitution. On a des situations où
ces magistrats-là vont devoir interpréter justement la Constitution puis déterminer si une loi est constitutionnelle ou non, ou si tel geste ou si tel décret, telle décision est constitutionnelle ou non. Hein? Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle l'interprétation de la Constitution. Et il y aurait une procédure spéciale qui ferait en sorte que dans certains cas, cette décision-là des 9 juges pourrait être portée devant la Cour citoyenne elle-même, qui deviendrait la juge des juges, en guillemets, qui à ce moment-là déciderait si elle appuie la décision des magistrats, de certains magistrats ou non. Pour faire en sorte que le système soit efficace, et puis donc qu'on ne se ramasse pas avec 36 000 cas devant la Cour citoyenne, puis pour faire en sorte aussi que cette Cour citoyenne-là puisse prendre des décisions de manière éclairée, puis donc en ayant la meilleure information possible. Le mécanisme que je suggère est le suivant, c'est que dans tous les cas où la Cour est unanime, dans tous les cas où les 9 magistrats de la Cour suprême du Québec sont d'accord que ça c'est X ou Y, ça c'est constitutionnel ou ça ne l'est pas, il n'y a pas de moyen de révision, ils ont une décision finale. Autrement dit, quand tout le monde s'entend, on passe à autre chose, ça finit là. Sauf que dans l'éventualité où il y a un magistrat sur les 9 au moins, ou 2 ou 3 ou 4, qui vont à l'encontre de la décision majoritaire de la Cour suprême du Québec. Donc, il y a ce qu'on appelle une dissension à l'intérieur des rangs de la magistrature d'une cour, ce qui est commun, là, ça arrive très souvent à la Cour suprême, pas sur toutes les questions. Puis c'est ça qui est important, c'est que ça arrive sur les questions litigieuses vraiment d'un point de vue valeur. Et sur la grande majorité des questions, en fait, il y a une unanimité, puis on passe à autre chose. On appelle ça l'efficacité des tribunaux. Et puis donc, sur ces questions-là, quand il y a au moins une des 9 personnes qui fait dissension et qui dit « je suis vraiment pas d'accord avec cette position-là », là, il y a une possibilité d'appel devant la Cour citoyenne du Québec qui peut décider du cas en l'espèce. Sauf que, étant donné que les gens de la Cour citoyenne du Québec, ce ne sont pas des juristes ou des avocats ou des personnes formées au niveau du droit, ils vont avoir les meilleurs conseillers pour leur expliquer ces décisions-là, et ça va être les magistrats de la Cour suprême eux-mêmes. C'est-à-dire que, supposons que j'étais dans la cour, je serais évidemment le niaiseux qui dirait « je suis pas d'accord ». Puis que les 8 autres qui étaient d'accord, moi puis les 8 autres, on irait devant la Cour citoyenne, on pourrait y aller, s'il y a un appel à la décision, et on expliquerait chacun notre point de vue. Puis donc, les 8 viendraient, puis ils diraient tatati, tatata, tatati, tatata, puis moi, je dirais tatata, tatati, tatati, tatata. Puis là, après avoir fait ces discussions-là, qui seraient un peu moins, peut-être, un peu plus phonétiquement avancées, on aurait donc, les citoyens sauraient pourquoi je me suis opposé à la décision, et puis sauraient pourquoi les 8 autres juges ne sont pas d'accord avec moi, et décideraient s'ils veulent appuyer les 8 juges ou appuyer le juge qui décide de faire dissension. Je ne m'attends pas à être nommé à cette institution-là, là, je refuserais même une nomination, sauf que l'idée étant que à partir du moment où il y a une personne qui a un problème de conscience grave avec une décision qui se prend au niveau de l'interprétation de la Constitution, puis il s'agit toujours d'interprétation de la Constitution, il ne s'agit pas d'interprétation de la loi, à partir du moment donc où il y a une question d'interprétation constitutionnelle qui pose problème, la Cour citoyenne devient une Cour constitutionnelle qui peut trancher ce débat-là si c'est nécessaire. Bien sûr, si c'est 1 contre 8, on s'entend que les parties au litige n'iront peut-être pas devant la Cour citoyenne. Mais si ça devient du 2-7 ou du 3-6 ou surtout du 4-5, ils pourraient décider d'aller vérifier face à la Cour citoyenne du Québec si effectivement les citoyens sont du même avis que les magistrats eux-mêmes. Étant donné que ces magistrats-là émanent directement de cette cour-là,
ou du moins de ses prédécesseurs et puis d'elle-même, on peut penser qu'il y aurait une certaine communion entre. On peut penser que les gens auraient tendance à être plutôt d'accord avec la position des magistrats. Et puis donc, les décisions où il n'y aurait pas vraiment d'opposition très très forte, là, ou très très marquée, auraient probablement tendance à ne pas se ramasser là, mais il y aurait la possibilité de le faire dans le cas où c'est nécessaire. Et à ce moment-là, la Cour citoyenne déciderait de comment elle veut interpréter sa propre constitution. Et l'essentiel de mon propos, c'est dans ce « ça ». C'est que c'est la constitution qui appartient aux citoyens et donc ne pouvant pas avoir l'ensemble de la population par référendum qui se prononce sur la question, le plus efficace, c'est d'avoir une Cour citoyenne comme celle-là qui se prononce au nom des citoyens. Bon, je pense que ça fait plutôt le tour. Bien sûr, un des avantages de ce système-là, c'est que les citoyens, ne connaissant pas le droit de manière très profonde, auraient les juges pour vulgariser leurs décisions. Pour leur dire, écoutez, au niveau juridique, voici de quoi il s'agit, mais voici l'implication de ça pour la société. Puis les juges le font souvent par écrit dans leurs décisions, ou peuvent le faire. Ils peuvent se permettre d'élargir un peu. Dans ce cas-ci, ce serait un peu un prérequis, d'une certaine manière, s'ils ne le font pas par écrit, le faire verbalement devant ces gens-là pour leur expliquer que si on choisit le camp A, que d'une certaine manière, dans l'interprétation de la Constitution, on s'en va dans telle voie. Si on choisit le camp B, on s'en va dans telle voie, et puis donc, on vous remet à vous la possibilité de la décision finale sur cette question-là. Et je pense que ce système-là, ça peut sembler curieux d'avoir un ensemble de citoyens dans une cour citoyenne constitutionnelle. Faut pas, on peut dire le mot, là, dans une cour constitutionnelle au Québec, bien que je l'appellerais plus cour citoyenne, mais du fait que les magistrats sont là comme tampons, je pense que c'est équilibré et rationnel. Et que, comme je le dis, que les magistrats vont être quand même capables, c'est quand même d'anciens avocats pour la plupart, ils savent comment expliquer les choses, ils vont être capables d'expliquer leur point de vue face à cette cour-là, et que parce que ces questions d'interprétation constitutionnelle-là peuvent être très importantes aussi. Ça peut mener la société dans un sens ou dans l'autre. Et puis donc, c'est important, comme je le disais, que ce pouvoir-là d'interprétation ne sorte pas essentiellement des mains du peuple, d'une certaine manière, ou de la population. Bon, ceci étant dit, il y a encore une fois une institution à laquelle on pourrait greffer d'autres pouvoirs. Par exemple, quand on a, là je me réfère encore une fois à la réalité politique présente qui est désolante, mais ça reste quand même peut-être une nécessité, quand on a des cas de corruption, ou des cas de fraude à un tel niveau que ça a des implications sur un ensemble de personnes, je parle des grandes fraudes financières par exemple, on pourrait, mais restons-en à la corruption présentement, on pourrait donner à cette Cour citoyenne-là aussi le mandat de juger ces cas-là. Enfin, pas nécessairement directement, mais ça pourrait passer par il pourrait y avoir une collaboration, disons, entre la Cour suprême et eux, mais essentiellement, cette Cour-là pourrait aussi jouer un rôle à ce niveau-là. Le problème étant qu'il y a des cas de corruption puis de mauvais comportement politique, disons, qui sont difficiles à cerner au niveau de la loi. C'est difficile de faire des règles législatives pour dire, tu sais, ça c'est illégal, ça ne l'est pas. Bien sûr, il faut qu'il y en ait, mais de temps en temps, il y a des zones grises un petit peu. Et non seulement il y a des zones grises, mais aussi au niveau de la punition, au niveau de la sanction, qui est donnée dans le cas où on va identifier quelqu'un qui serait dans la zone grise, par exemple. Là, c'est encore moins évident. Et puis souvent, les gens s'en tirent parce qu'ils sont dans cette zone-là.
Hein. Dans ce cas-là, hein, l'avantage qu'on aurait si on décidait de suivre cette voie-là, c'est qu'on pourrait avoir une cour où s'ils trouvent qu'une personne est fautive, hein, que ce soit sur la base de la loi existante ou non, ou qu'elle soit dans la zone grise ou non, mais si elle a clairement commis un geste fortement répréhensible, hein, elle pourrait sévir. Et puis, elle pourrait aussi approfondir certains sujets davantage. Encore une fois, hein, autrement dit, on pourrait avoir une cour où les grandes questions de corruption, les grandes questions d'atteinte à la démocratie aussi, de corruption politique là, au niveau électoral et tout ça, ce type de questions-là pourrait être porté devant une assemblée comme ça, une institution comme celle-là, et trouver un moyen là, de résoudre ces problèmes-là, outre que de simplement avoir des politiciens qui quittent leur job puis qui continuent d'être des citoyens en liberté. Hein. Ceci pour dire que, bien sûr, mettant en place une institution comme celle-là, si on décidait d'ajouter ce pouvoir-là à une institution comme celle-là, on aurait, encore une fois, un pouvoir dissuasif très, très fort qui ferait en sorte que les gens potentiellement visés, hein, feraient très attention. Hein. Là, bon, sur cette question-là, retenez-la pour l'instant. Je vais peut-être en faire une présentation séparée, en fait. Hein. Dans la première vague de présentation que j'avais faite, en fait, je l'avais laissé à la fin. Pour être honnête, en fait, je l'avais oublié. Hein. Puis à la fin, je m'étais dit, je vais ajouter ça. Puis donc, j'en ai fait une présentation supplémentaire. Mais, autrement dit, elle est présentée à la fin. Mais je vais peut-être en faire une présentation séparée pour expliquer un peu plus profondément ce que je veux dire par cette possibilité-là. Hein. Pour l'instant, évacuons cette possibilité-là, mais rappelons-nous que la Cour citoyenne du Québec offrirait aussi la possibilité d'ajouter certains, on pourrait y redonner certains pouvoirs comme ceux-là, hein, ou d'autres, pour régler d'autres types de problèmes. Hein. Qui présentement, disons, réussissent à se faufiler entre les mains de la justice, ou pas de la justice nécessairement légale, là, mais de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Hein. Et donc, il y aurait une possibilité là qui n'est pas inintéressante avec une cour comme celle-là. Par ailleurs, hein, il y a un auteur français en particulier, j'oublie le nom, là, mais qui s'était penché un peu plus sur cette question-là que moi-même. Mais tout ça pour dire que ça ouvre aussi, comme l'Assemblée citoyenne du Québec au niveau du législatif, hein, dans ce cas-ci, au niveau du judiciaire ou de l'interprétatif, ça ouvre aussi la possibilité à octroyer d'autres pouvoirs plus proprement judiciaires là, à cette institution-là. Mais pour l'instant, ce qu'il faut en retenir, hein, c'est que, premièrement, primo, hein, on a une manière très efficace de nommer des juges au Québec qui seraient indépendants, représentatifs et qui seraient réellement capables, hein, d'agir en tant avec ces qualités-là. Surtout en termes d'indépendance, hein, et on résolverait le problème des deux systèmes qui sont la nomination par l'exécutif et puis l'élection directe pour les juges qui sont dysfonctionnels dans le système qui existe présentement. Donc, on a une solution là qui est intéressante, hein, avec des bonus puis des avantages fort intéressants. Ensuite, hein, on a aussi une possibilité où le deuxième volet de cette institution-là, c'est qu'on maintient, hein, au final, l'interprétation de la Constitution entre les mains des citoyens par le fait que c'est eux qui ont le dernier mot pour interpréter les normes constitutionnelles. Hein. Puis ça, c'est extrêmement important dans le modèle que je propose. Le pouvoir constitutionnel, de ce fait-là, hein, est entièrement entre les mains des citoyens, disons. Hein. Pas directement du peuple, pour la formulation des normes, oui, par référendum, mais pour l'interprétation, hein, entre les mains au moins des citoyens et non pas des élus. Voilà. Hein. Pour ce qui est de l'autre sujet, là, oubliez-le pour l'instant, mais dites-vous qu'il y a des possibilités nouvelles qui s'ouvrent aussi dans un système comme celui-là qu'on pourra explorer peut-être plus tard. Peut-être que
ceci étant dit, hein, là on a parlé on a parlé des institutions que j'appelle nationales, hein, provinciales, nationales au Québec, on est toujours en conflit on ne sait plus où on se trouve pour certains, hein, en ce sens que je parle au niveau central pour le Québec. Hein, il ne serait pas inintéressant d'explorer peut-être dans une autre présentation essentiellement l'idée suivante. Hein, comment est-ce qu'on pourrait appliquer le tirage au sort ailleurs, à d'autres paliers au Québec? Hein? Puis là, ce qui est le fun d'explorer avec ces autres idées-là, hein, c'est que ça nous permet en fait de faire plein de choses qu'on ne peut pas faire au niveau central comme ça. Hein? Ça nous permet entre autres d'avoir des assemblées potentiellement plus grandes et puis de faire d'explorer certaines formes de démocratie qui présentement n'existent plus, hein, mais qui ont déjà existé, et d'avoir un système municipal, entre autres, fortement intéressant. Sauf que reste que mon modèle, hein, commence par le central. Puis j'aimerais insister là-dessus. Hein. Il y a plein de gens qui vont dire il faudrait qu'on commence petit puis qu'on devienne grand. Moi, je suis un peu de l'autre avis. Hein. Je pense qu'on doit commencer par le central, puis une fois qu'on a ça en place, une fois qu'on a une assemblée constitutionnelle notamment, hein, de citoyens, là, on peut commencer à créer des institutions qui utilisent le tirage au sort, puis on peut avancer, hein, plus rapidement que si on focus sur des petits... sur des petits territoires, puis qu'on attend encore 50, 60 ans ou 100 ans avant d'en arriver au niveau du centre. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus important de régler la question de qu'est-ce qu'on veut au niveau central, hein, et puis ensuite de se pencher sur comment on peut appliquer ça d'un niveau plus immédiat au niveau du municipal. De toute manière, le Québec, c'est pas un État qui est si grand que ça, là, hein? Et puis donc, le central n'est pas si éloigné non plus de notre réalité à tous. Bon, donc là, ceci étant dit, je suis en train de voir ce que je vais faire dans les autres présentations, mais peut-être que vous me donnerez la liberté de réfléchir à ça pendant mes pauses, mais il y a l'idée d'explorer un peu plus ce qu'on peut faire avec cette assemblée, avec cette cour citoyenne-là. Il y a l'idée de comment le tirage au sort peut aussi s'appliquer au niveau régional, municipal. Hein? Puis enfin, il y a bien sûr celle-là, je vais nécessairement traiter. Hein? Il y a les autres modèles dont j'aimerais vous parler sur comment on peut utiliser le tirage au sort, notamment au niveau du législatif. Ce qu'il s'agit peut-être de... Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, un élément qu'on peut du moins mentionner ici, hein, c'est qu'une fois qu'on a mis en place un système national comme celui-là, hein, il y a bien sûr, aux différents niveaux régionaux, municipaux, là, un ensemble de possibles qui s'ouvrent. Hein. Et ça, bon, quand je dis un ensemble de possibles, là, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que ça me dépasse moi-même. Hein. Je peux vous suggérer un modèle au niveau central, mais là, au niveau de l'organisation municipale et puis régionale de tout ça, on risque d'avoir un foisonnement puis un ensemble d'expériences, hein, qui vont être bien intéressantes. Il va falloir faire l'expérience, l'utilisation de ces systèmes-là, et puis voir qu'est-ce qui marche mieux. Mais ce qui est absolument clair, hein, c'est que ça ne se limiterait pas au niveau national, bien sûr. Hein, que ça descendrait aussi au niveau de l'ensemble de notre fonctionnement démocratique, ou que ça aurait tendance à le faire avec un rythme qui serait le sien. Mais de manière immédiate, comme je le mentionnais, hein, il me semble absolument urgent, hein, de focusser ou de focaliser, selon le bon terme québécois ou français, je ne sais pas c'est lequel entre les deux, mais de se concentrer, hein, sur non seulement la question nationale, donc centrale, mais entre autres sur la question constitutionnelle. Parce que c'est la porte d'entrée pour tous ces autres changements-là. Hein. Finalement, tout ce que je viens de vous dire, là, tout ça, ça doit être reporté devant une assemblée constitutionnelle, puis c'est elle qui doit décider si ça a de la valeur ou si ça n'en a pas, ou s'il faut attendre, s'il faut aller plus loin ou s'il faut aller à petits pas. Hein. C'est là que ça se passe. Et puis, ces modèles-ci, hein, dont celui que je viens de vous présenter, restent d'une certaine manière, là, je l'ai quand même conçu dans l'idée que ça marcherait, là, mais ça reste
une proposition qui dépend de l'aval de cette institution-là, et qui, une fois en place, hein, va aussi être forgée, reforgée et puis transformée par les décisions qui vont se prendre là, par cette instance-là, au niveau, par le référendum aussi, bien sûr, mais c'est l'Assemblée constitutionnelle qui va regarder ces institutions-là et se dire, bon, ça marche, hein, ça, on peut aller plus loin, ça, il faut qu'on corrige. Hein. Et j'ai quand même bâti mon modèle pour qu'il y ait le moins de corrections possible. Hein. Soyez certains que je n'ai pas lésiné à la tâche, sauf que il est notamment possible qu'on décide d'aller beaucoup plus loin que les choses que je suis en train de vous suggérer. Puis en explorant les autres modèles de législatif, justement, puis en discutant des idées d'autres personnes, on va voir qu'il y a d'autres gens qui ont imaginé une utilisation éminemment plus large du tirage au sort. Et là, il s'agira de voir avec le temps si nos sociétés en vont vers ça, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a certaines expériences qui vont probablement, ici ou ailleurs, être faites en ce sens-là, et que l'humanité va trouver un certain équilibre entre les partisans de la sélection aléatoire puis de l'élection, et puis comment concilier ces deux éléments-là dans nos systèmes démocratiques, mais aussi dans nos sociétés plus largement. Un sujet qui peut peut-être être mentionné ici, c'est un peu pour clore l'idée sur la discussion nationale, c'est que outre, et puis c'est pour ça que ça devient compliqué en fait, c'est que outre au niveau régional puis au niveau municipal, il y a aussi la possibilité en fait pas juste la possibilité, mais la certitude pratiquement que le tirage au sort va devenir un instrument utilisé aussi dans les organisations de la société civile. Hein? Puis là, autrement dit, puis à l'école, par exemple. Et donc, une fois que ce mécanisme-là devient la référence de légitimité politique, on peut imaginer un foisonnement d'expériences un peu partout qui font en sorte que le monde syndical, par exemple, pourrait se transformer, que le monde du travail lui-même pourrait se transformer, que le monde de la société civile deviendrait un autre genre de bébite, d'une certaine manière, du moment où on réalise que le tirage au sort peut être utilisé à différentes sauces. Voilà, je pense que je vais m'en tenir à ça. Et puis, bon, je vais continuer sans doute là, au moins avec les autres modèles des autres personnes dans les présentations qui suivent, et peut-être en introduisant en explorant certains des sujets que je viens d'évoquer là, dans des présentations séparées qui seraient mises à la suite de celle-ci.